Bonjour et bienvenue à l'émission Le Communautaire en Action, une émission durant laquelle nous entendrons des travailleurs, bénévoles, partenaires, utilisateurs de services nous parler de leur expérience avec le milieu communautaire. Le sujet de l'émission d'aujourd'hui, Émilie, c'est l'implication sociale. Oui, absolument, Martin. Aujourd'hui, on va parler de toutes les façons, les différentes façons de se faire de l'implication sociale. C'est une valeur qui est très importante pour le milieu communautaire, tant parce que ça leur permet de fonctionner, mais aussi également parce que ça permet de donner beaucoup de valeur à la communauté. C'est quoi exactement l'implication sociale? Ce terme-là fait référence à tous les genres d'activités qu'on peut faire au sein de sa communauté. Donc, que ce soit du bénévolat pour organiser des activités ou simplement animer une activité. On peut parler de dons qu'on fait à un organisme ou à une cause sociale. On peut également parler de participation politique, qui fait référence à ce qu'on appelle la participation citoyenne, qui fait partie de l'implication sociale. C'est effectivement très large comme concept. Oui, exactement. Puis justement, pour en apprendre un peu plus sur une des façons de s'impliquer, nous avons préparé un reportage sur les associations de quartier et associations de résidents, qui sont des lieux très importants d'appropriation de son milieu, où les gens sont invités à participer à l'animation de leur vie de quartier. On regarde ça? S'impliquer dans son milieu peut se faire de mille et une façons. L'une des approches gagnantes pour favoriser la participation des citoyens dans le développement de leur communauté, ce sont les associations de résidents et les maisons de quartier. On est au courant que dans la société, il y a une série d'associations, d'associations de ski, associations de hockey, associations de patins artistiques, associations de jeux d'échecs. Il y en a une série d'associations qui sont en fait, qui représentent au plan sociologique et politique, une forme de ciment de la société. Dans le cas du milieu communautaire, ce que l'on voit, c'est qu'on va parler d'associations qui visent la transformation sociale. De manière générale, ce sont des associations, on a vu dans une émission précédente où on a parlé des groupes populaires, des groupes communautaires, des organismes communautaires, tout le temps sur le même, peu importe le terme, tout le temps sur la même perspective de dire on fait des activités, on se réunit ensemble, mais on a une intention qui est pas uniquement de donner des services. Donc, l'association, c'est ce lieu-là où des personnes se réunissent ensemble et en discutant ensemble, en réfléchissant, en identifiant leurs besoins et leurs aspirations, peuvent parfois utiliser l'association comme un tremplin pour faire des demandes, pour exprimer des besoins, pour exprimer des aspirations. Et c'est plus facile de le faire à cette échelle-là que tout seul chez eux, isolé dans son salon, ou encore à partir parfois d'un vote aux 4 ans. Alors l'association, c'est une interface entre l'État et le citoyen individuel. Chaque quartier vit des situations différentes, que ce soit au niveau, par exemple, de la proximité des services ou de l'accès aux transports en commun. Leur fonctionnement et les projets dont ils s'occupent varient donc d'un quartier à l'autre selon les besoins. Bien, principalement, une association de quartier, je pense que, premièrement, il faut que ça vienne d'un désir des résidents de se rassembler, de créer des projets pour leur communauté, de cibler des enjeux sur lesquels travailler, des enjeux qui leur sont propres, qui leur tiennent à cœur. Donc, je pense que, premièrement, ça vient d'une volonté, justement, de se rassembler. C'est aussi, justement, une occasion d'animer la vie de quartier, de faire des fêtes de quartier, des événements. C'est aussi une association de quartier. C'est un rassemblement de personnes qui ont un œil, qui gardent un œil ouvert, pardon, sur les questions d'aménagement du territoire, selon moi, qui sont très à l'affût, par exemple, là, pour les questions de commission scolaire, les nouvelles écoles, les rues, le transport collectif. Donc, je pense que c'est une belle place d'échange pour ces enjeux-là. On essaie de rejoindre le plus de gens possible. On essaie de paraître ouvert comme association, de se montrer ouvert aux idées des résidents qui veulent justement amener des loisirs. On parle, par exemple, de cours de yoga. Ici, c'est difficile d'en avoir. Bien, s'il y a un résident qui dit, bien, pourquoi pas, avec l'association, partir en cours de yoga, bien, nous, je pense qu'on veut montrer que la porte est ouverte, mais qu'on ne peut pas le faire pour eux non plus. On a besoin d'aide parce qu'on est juste des bénévoles.
Dans une association de citoyens, les membres de la communauté sont donc invités à prendre part au développement de leur quartier de façon démocratique. Les maisons de quartier partagent cette même vocation d'encourager l'implication des citoyens. C'est un lieu fixe d'accueil pour tous, quel que soit leur âge, culture ou leurs origines. Chaque maison prend la couleur des besoins des citoyens du quartier, car ceux-ci sont mis à contribution dans le choix des activités et services offerts. Oui, nous, le quartier Daniel Johnson, c'est un quartier qui a été fabriqué dans les années 70, quand ils ont fait les édifices du gouvernement. Donc, c'est un quartier de blocs appartements. Ça fait qu'on est à peu près 3800 personnes qui demeurent dans un quartier qui se marche dans même pas 30 minutes. Fait que c'est énormément de gens et c'est encore un quartier où les logements sont abordables. C'est un quartier qui accueille beaucoup des nouveaux arrivants. Donc, c'est quand même un quartier où la majorité sont en faible revenu. Tu as des petits salariés, tu as des sans-emploi, tu as de tout, mais de façon générale, les gens sont à faible revenu. Donc, nous, on va aussi développer des activités sportives pour que les enfants aient accès à faire du sport. On va avoir des ateliers comme les mini-chefs pour les enfants apprendre à cuisiner. Ça fait c'est cette façon-là qu'on vient soutenir pour pas que ça vienne une charge économique aussi pour nos familles, mais en même temps en développant les sentiments d'appartenance, l'amitié, la solidarité. Puis on veut assurer une présence dans tous les barbecues d'école. Alors, la mission de la maison de quartier, c'est améliorer la qualité de vie des citoyens du quartier Notre-Dame. Donc, l'approche du quartier, c'est très important. C'est de l'intervention du quartier, la proximité, mais en reconnaissant le potentiel des gens du quartier. Donc, on mise beaucoup sur le potentiel des gens du quartier et la maison de quartier organise des activités par et pour les résidents. Donc, un résident vient, il veut répondre à un besoin, mais tout à coup, il embarque sur des projets qui répondent aux besoins de toute la communauté. C'est vraiment de prendre en main leur communauté, ou particulièrement le quartier Notre-Dame. C'est ça la particularité de la maison de quartier. Le centre entre nous, c'est des maisons de quartier dans le quartier McLeod. On existe ici depuis 1997. On est ici pour aider les jeunes du quartier McLeod et les environs. On travaille plus auprès des familles défavorisées, mais aussi on aide toute la population à se prendre en main. C'est pas nous qui faisons des activités pour la population, mais c'est aussi avec la population. C'est les résidents qui se prennent en main, puis on est là pour les aider à se prendre en main. Une autre façon de favoriser grandement la participation citoyenne puis l'implication sociale, ce sont ce qu'on appelle des tables jeunesse. Et j'ai avec moi Jean-Mathieu Chénier pour nous parler de la table jeunesse Gatineau. Bonjour Jean-Mathieu. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Alors dis-moi d'abord, Jean-Mathieu, qu'est-ce que c'est une table jeunesse? Bon, bien, une table jeunesse comme la table jeunesse Gatineau, là, ça vient des forums jeunesse régionaux qu'il y avait un peu partout dans les régions du Québec. Avant, en Outaouais, on avait la table jeunesse Outaouais, qui était notre forum jeunesse régional. Et la table jeunesse Outaouais a décidé de fonder, de mettre sur pied des tables jeunesse locales. Et c'est là que la table jeunesse Gatineau a vu le jour. Il y a environ une quinzaine d'années, en même temps que la table jeunesse Papineau, la table jeunesse Pontiac, la table jeunesse Vallée de la Gatineau et Collines de l'Outaouais aussi. Maintenant, certains des forums jeunesse régionaux, dus à une perte de financement, ont disparu, comme la table jeunesse Outaouais, mais les tables jeunesse locales, certaines ont survécu, comme la table jeunesse Gatineau et la table jeunesse Papineau. La table jeunesse Papineau est encore là, est reliée à la MRC Papineau, et la table jeunesse Gatineau, nous, on s'est incorporé, on est un organisme à but non lucratif. On est un OBNL. Puis, qu'est-ce qu'est la mission, puis qu'est-ce qu'on fait sur une table jeunesse? Ah ben, la mission, c'est de favoriser la participation citoyenne des jeunes de 18 à 35 ans. Quand on siège sur une table jeunesse, on est membre du conseil d'administration. Donc, on gère les budgets et le fonctionnement de la table jeunesse et on est aussi dans l'événementiel, dans l'organisation d'événements. Pour favoriser la participation citoyenne des jeunes, on organise plusieurs événements. On a organisé des 5 à 7 engagés. On a organisé des rock-ton-vote dans le cadre des élections, que ce soit municipales, provinciales, fédérales. On a
aussi, on est en train d'organiser pour septembre prochain un colloque local d'implication citoyenne, un peu un clin d'œil au colloque régional qui a été organisé par la Table Jeunesse Outaouais. Et aussi, on dépose des mémoires pour défendre une espèce de vision de la citoyenneté, mais active. Donc, une vision qui fait en sorte que le citoyen, les citoyennes s'impliquent dans leur communauté. En gros, c'est ça. Puis, dites-moi, on parle beaucoup de participation citoyenne sur une table jeunesse. Qu'est-ce que serait la différence ou comment on peut comparer les deux termes participation citoyenne puis implication sociale? Bien, d'une certaine manière, l'implication sociale fait partie de la participation citoyenne. Participation citoyenne, c'est vraiment tous les moyens qu'un citoyen ou une citoyenne a à sa disposition dans une démocratie pour avoir une influence, pour pouvoir participer à la société. On parle souvent de participation démocratique, ça veut dire de participer au débat public, de participation politique, donc d'aller voter ou de s'impliquer au sein d'un parti ou de se présenter lors d'une campagne électorale. On parle aussi de participation à la société civile, qui est très similaire à ce qu'on pourrait appeler de l'implication sociale. Donc, s'impliquer auprès d'un organisme, que ce soit juste comme bénévole ou comme membre d'un CA, s'impliquer pour une cause, que ce soit l'environnement, la défense de la pauvreté, pas la défense, mais la lutte contre la pauvreté, tout ça, ça fait partie d'une participation à la société civile ou d'une implication sociale. Et ensuite, l'autre volet de la participation citoyenne, qui est un peu plus individuelle, c'est les gestes individuels. Donc, on parle de faire le recyclage, de prendre le transport en commun, un transport actif, vraiment, là, et ça peut englober beaucoup, beaucoup de gestes. On parle souvent dans la participation citoyenne que tout réside dans l'intention. Donc, si un citoyen ou une citoyenne fait un geste dans le but d'améliorer sa société, bien, si son intention, c'est l'amélioration ou de la contribution à la société, bien, c'est de la participation citoyenne. En gros, c'est ça. Puis dis-moi, Jean-Mathieu, en terminant, comment est-ce qu'on peut rejoindre la Table Jeunesse Gatineau si on est intéressé à s'impliquer ou à travailler avec vous? Bien, on a un site Internet qui est en construction, mais présentement, le meilleur moyen, là, c'est la page Facebook. Communiquer avec nous via Facebook, c'est définitivement le moyen le plus efficace qu'on a. Et donc, juste de taper Table Jeunesse Gatineau dans Facebook et vous allez nous trouver très rapidement. Merci beaucoup, Jean-Mathieu. C'est bien beau. Merci à toi. Une autre façon de s'impliquer, c'est de faire partie d'un conseil d'administration. Oui, effectivement, Martin. Les conseils d'administration, qu'on peut appeler aussi un CA, ce sont des administrateurs qui sont chargés de la gestion et de la santé financière de l'organisme. Ces tâches-là, ça ne revient pas normalement au directeur général? Oui, absolument. Si le CA a assez de budget pour engager un directeur général, il peut lui déléguer certaines tâches. Sauf qu'il n'en reste pas moins qu'aux yeux de la loi, c'est le CA qui demeure responsable de la gestion. Donc, il doit s'assurer que le directeur remplit bien ses tâches. C'est une implication qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Oui, on pourrait dire un peu plus que du bénévolat ponctuel pour une activité parce qu'il y a plusieurs rencontres dans une année. Cependant, quand on connaît bien les rôles et responsabilités de chacun des administrateurs, on peut bien diviser les tâches pour s'assurer que personne n'est en surtravail. Et justement, à ce sujet, notre collaboratrice Julie a rencontré Brigitte Massé pour nous parler des rôles et responsabilités des administrateurs sur un CA. Bonjour Brigitte Massé, ça va bien? Oui, bonjour Julie, ça va très bien. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons parler de la gouvernance au sein des conseils d'administration des organismes communautaires. Et vous, par exemple, qu'est-ce qui vous a amené à mieux connaître ce domaine d'intervention-là pour pouvoir nous en parler aujourd'hui? Bien, premièrement, j'ai fait mon baccalauréat en travail social à l'Université du Québec en Outaouais. C'est ce qui m'a amené à l'organisation communautaire. Aujourd'hui, je suis organisatrice communautaire, donc je travaille directement avec les organismes communautaires. Puis mon premier client dans un organisme communautaire, c'est le conseil d'administration. Si je travaille avec un organisme, bien, c'est parce que le conseil d'administration a approuvé une demande de la direction à faire au CLSC. Donc, c'est comme ça que j'ai beaucoup travaillé avec les organismes communautaires. Parfait, vous allez être parfaite pour répondre à nos questions. Nous allons commencer. Premièrement, concrètement, qu'est-ce que la gouvernance dans un organisme? La gouvernance, c'est un bien grand mot pour nommer conseil d'administration, le rôle, dans le fond, du conseil d'administration. Le CA,
en faire un petit nom. Le CA est là pour s'assurer que la mission de l'organisme communautaire soit atteinte. S'assurer que les fonds pour lesquels l'organisme est financé soient bien dépensés. Donc, la gouvernance, son rôle est de gérer les fonds et de s'assurer de l'atteinte des objectifs de l'organisme communautaire. Donc, la gouvernance, c'est un grand mot pour ces deux fonctions-là, principalement. Est-ce qu'il y a des conditions gagnantes pour s'assurer d'une bonne gouvernance? C'est sûr qu'un conseil d'administration est nécessaire dans un organisme communautaire et pour qu'il soit gagnant, ça doit être des gens qui ont un intérêt, des personnes qui ont un intérêt à s'impliquer dans l'organisme. C'est le plus haut niveau d'implication là, pour une personne à l'intérieur d'un organisme. C'est vraiment de siéger au sein du conseil d'administration et on passe par des élections. On passe et donc, en gros, c'est la condition, c'est de s'impliquer et d'être intéressé, surtout pas juste aller sur un conseil d'administration pour s'asseoir là puis pas s'investir dans soit la cause ou les décisions à prendre. OK. Donc, moi, si je voulais m'impliquer dans un conseil d'administration, comment ça se passerait? Si tu voudrais t'impliquer dans un conseil d'administration, Julie, bien, premièrement, là, ça serait de peut-être cibler un organisme avec lequel tu aurais le goût de t'impliquer, de commencer à peut-être faire du bénévolat, à le fréquenter, ou bien tout simplement participer à l'Assemblée générale annuelle. Parce qu'à chaque année, un organisme va tenir une grosse assemblée. Ça, on voit ça souvent dans le babillard communautaire, dans les journaux locaux, ou bien dans les organismes, il y a souvent des affichages où ils annoncent l'Assemblée générale. Donc, c'est important d'être là dans un premier temps et de se proposer comme candidat parce que pour siéger au sein du conseil d'administration. Et je te dirais que c'est un rôle très important, mais en même temps méconnu. Souvent, on a de la misère à combler l'ensemble des sièges. Fait qu'il ne faut pas se gêner si on a le goût. Là, si Julie, tu as le goût de t'impliquer, il ne faut pas se gêner à aller à des assemblées générales. Et on apprend tellement de choses. Il y a tellement d'activités ou d'actions qui se passent dans nos communautés. Puis les rapports d'activité des organismes dans les assemblées générales, c'est tellement wow, ça donne encore plus le goût d'être membre du conseil d'administration, juste pour pouvoir continuer ce travail-là. Fait que c'est juste comme ça, puis les gens vont souvent élire les personnes qui ont l'intérêt. Puis à ce moment-là, tu es membre du conseil d'administration. OK. Et est-ce qu'il existe de la documentation où j'aurais plus d'informations? C'est sûr que advenant que tu deviens membre d'un conseil d'administration, bien, à partir de là, tu n'arrives pas « Ah, je suis sur le CA de tel organisme ou de tel groupe ». Non, tu vas arriver. Il y a déjà des personnes qui sont en place. Parce que le plus souvent, les organismes essayent que les citoyens qui s'impliquent, bien, c'est pas toute la gang qui part à l'Assemblée générale. Tu en as un conseil d'administration de 7 personnes, mais tu en as 3 qui restent, 4 qui sont nouvellement élus. C'est souvent des mandats de 2 ans. Donc, tu n'arrives pas tout seul. Il y a des gens pour te soutenir. Ensuite, la majorité des organismes vont offrir via Centraide une formation pour les nouveaux administrateurs. Là, tu apprends tout ce que tu dois savoir pour bien assurer tes responsabilités comme membre de conseil d'administration. Puis, avec cette formation-là, tu es plus à même de décider si tu veux prendre un plus grand rôle au sein du conseil d'administration, comme être président, vice-président. Tu as des organismes qui ont des secrétaires trésoriers ou secrétaires trésoriers ou tout simplement administrateurs, mais tous les rôles sont importants pour assurer la continuité des services de l'organisme. C'est un beau portrait. Comment le conseil d'administration travaille avec sa direction? Un des rôles, je ne l'ai pas nommé tantôt, mais un des rôles qu'un conseil d'administration a quand il y a du financement, parce que tu as des organismes qui fonctionnent avec un conseil d'administration, mais qui n'a pas de permanence, donc pas d'employés. Ces conseils-là assument plusieurs tâches de gestion. Toutefois, quand il y a un financement à la mission pour atteindre ses buts, bien, à ce moment-là, il y a souvent soit une coordination ou bien une direction générale. Et le conseil d'administration choisit.
c'est lui qui va choisir, qui va embaucher. C'est lui qui devient le patron, comme entité. Puis c'est important. C'est un conseil d'administration, c'est jamais un individu qui est en lien direct avec la coordination, la direction. C'est toujours le groupe. Une personne membre de CA tout seul n'a aucun pouvoir. C'est l'ensemble. Donc, le conseil d'administration embauche ensemble, approuve l'embauche d'une direction. Et à partir de ce moment-là, son rôle est de soutenir celle-ci dans l'accomplissement de l'ensemble des tâches reliées à l'atteinte des objectifs de l'organisme. Et non pas, le CA n'a pas comme mandat d'aller gérer les activités comme telles ou la gestion avec les autres employés ou des choses comme ça. Le CA, c'est vraiment en soutien à la direction. Et la direction, elle se doit, elle, d'atteindre et d'exécuter les mandats que le conseil d'administration va lui donner pour atteindre son objectif. Par exemple, si tu as un organisme, par exemple une soupe populaire, puis tu as une direction qui ferait plein d'activités, mais en lien avec des apprentissages, des groupes de lecture, etc. Bien là, le conseil d'administration, il faudrait qu'il lève son drapeau, dire c'est parce qu'on est une soupe populaire, nos activités devraient être reliées à la sécurité alimentaire et non pas aux apprentissages. Il y a d'autres organismes qui ont dans leur mission les apprentissages, l'éducation, etc., la persévérance scolaire. Fait que le conseil d'administration est un peu le gardien de la mission de l'organisme et doit soutenir la direction dans l'exécution des objectifs de cet organisme-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences moins bonnes sur un organisme si jamais il y avait personne qui voulait s'impliquer au sein du conseil d'administration? Qu'est-ce qui se passerait? Ça serait dramatique. Les organismes communautaires ont besoin de cet apport-là des citoyens, des personnes désireuses de s'impliquer parce sans conseil d'administration, l'organisme ne peut pas nécessairement survivre, peut survivre un temps, mais il va arriver, par exemple, un conseil d'administration qui, normalement, sont 7, 33, pas capables de combler les 4 postes restants, ça donne plus de pression sur les autres membres de CA, ça enlève le goût de continuer. Ensuite, ça met de la pression au niveau des directions. Déjà que les objectifs, c'est serré dans l'atteinte. Donc, l'importance de s'impliquer sur un conseil d'administration pour la survie, parce que ça peut aller jusqu'à la fermeture d'un organisme communautaire. Un organisme qui n'a plus de gens qui sont désireux de s'impliquer sur le conseil d'administration, bien, sans conseil d'administration, l'organisme n'est plus. Donc, on annonce une assemblée pour la dissoudre et donc disparaître. Donc, c'est important. La participation des gens sur les CA est très importante. Merci beaucoup. Vous nous rappelez qu'il y a une grande importance à avoir des membres de conseil d'administration pour s'assurer d'une bonne gouvernance de nos organismes. Bien, ça m'a fait plaisir, Julie. Alors, il y a vraiment de nombreuses façons de s'impliquer, Émilie. Oui, absolument, Martin. On en a vu seulement quelques-unes pendant l'émission, mais en soi, chaque association, chaque organisme communautaire peut bénéficier d'un bénévole, que ce soit pour faire des visites d'amitié, que ce soit, encore une fois, pour organiser une activité ou une levée de fonds. On est tous gagnants quand il y a des gens qui donnent de leur temps. Qu'est-ce que tu aimerais recommander à quelqu'un, par exemple, qui aimerait s'impliquer, mais qui ne saurait pas où commencer? Je te dirais, Martin, la première des choses, c'est de cibler ses intérêts, savoir qu'est-ce qu'on aime faire personnellement. Puis de cette façon-là, le bénévolat, ça vient de soi quand on aime ce qu'on fait. Une autre des choses qu'on peut considérer, c'est de choisir une cause qui nous tient à cœur, que ce soit auprès des jeunes, pour l'Alzheimer, des choses comme ça. Une fois qu'on a choisi une cause qu'on aime bien, c'est encore plus facile de donner de son temps, je dirais. Puis même si le bénévolat ne rémunère pas, on peut en retirer beaucoup, ne serait-ce que de solliciter, de rencontrer des nouvelles personnes. Oui, tout à fait. Et j'aimerais simplement mentionner en terminant que les centres d'action bénévoles sont très présents dans la région pour nous recommander des endroits où aller faire du bénévolat, pour cibler où sont les besoins. Puis on va se quitter, Martin, sur justement des témoignages de bénévoles qui nous parlent de leur expérience et des bienfaits, de leur motivation pour faire du bénévolat. Merci beaucoup, Émilie. C'est déjà tout pour notre émission. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de l'émission Le communautaire en action.
Mais en fait, mon implication communautaire est venue par la force des choses. Moi, je suis issu du privé. Mes parents avaient des commerces. Puis, il y a une vingtaine d'années, j'ai tombé malade. Puis, ça m'a mis comme hors circuit de la pression des entreprises privées. Fait que je me suis lancé dans le communautaire parce que j'avais reçu beaucoup de la communauté. Puis quand je suis arrivé dans la Lièvre, moi je suis arrivé à peu près comme beaucoup de gens arrivent dans la Lièvre à cause de l'hôpital, parce qu'elle était à proximité de... Je me suis trouvé un appartement à proximité de l'hôpital. Fait que c'est pour ça que mon invitation s'est faite dans la communauté ici. Puis la communauté m'a très bien accueilli. Puis je voulais redonner ça à la communauté. Fait que c'est pour ça que je me suis impliqué dans le communautaire. Puis j'ai toujours eu, étant donné que je suis issu du privé, j'ai toujours essayé de lier le communautaire avec le privé. Moi, je pense, un va avec l'autre. Je pense qu'on peut amalgamer les deux. C'est possible. Bien, moi, mon expérience en tant qu'organisateur communautaire m'a vraiment démontré l'importance des organismes communautaires dans le milieu. Donc, j'ai participé à des conseils d'administration assez régulièrement. J'anime parfois des assemblées générales de ces organismes-là. Des gens m'appellent pour vérifier si je pourrais animer. J'agis aussi des fois à titre de un peu conseiller. Les gens qui me connaissent me téléphonent ou on échange ensemble sur quelques trucs. Quelques trucs que je peux leur donner pour soit passer à travers certaines difficultés ou en fait les aider à cheminer dans le travail qu'ils font dans le milieu communautaire. J'ai toujours vraiment apprécié travailler avec les gens dans le milieu communautaire. C'est des gens qui croient en ce qu'ils font. Puis, ça m'a toujours motivé. Aider aussi des gens qui sont dans le besoin, les plus démunis. Souvent, c'est des personnes courageuses qui n'ont pas toujours eu de la chance dans la vie. Donc, les organismes communautaires, c'est des organismes qui leur donnent un coup de pouce pour améliorer leur situation, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau de l'alimentation. Donc, pour moi, c'est ce qui me motive énormément à travailler avec ces gens-là du milieu communautaire. Je fais les levées de fonds à l'extérieur. Je viens ici seulement depuis le 1er septembre de l'an passé. Et puis, au fait, on a fait la guignolée des grands médias. J'étais là avec ma marchette et ça s'est très bien passé. C'était plaisant en même temps. On a eu beaucoup de plaisir en faisant le bénévolat aussi.